Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. Here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Les boys, qu'est-ce que je suis content qu'on se retrouve aujourd'hui. Méchante belle fin de semaine. Mon Dieu, quelle belle météo. J'espère que vous avez fait de vos pas. Faites-vous. Est-ce que vous regardez le nombre de pas que vous faites dans votre journée? Moi, oui. Moi, je suis ça quand même, pas régulièrement, mais tu sais, je suis ça assez souvent. Oui. Fait que. Tu sais quoi, je regarde jamais je porte jamais attention au nombre de pas que je porte jusqu'à ce que ça fait longtemps que je marche dans la journée puis je me dis, ah, il me semble que je dois avoir atteint mes pas aujourd'hui. Mais tu vois, les 360 autres journées dans l'année, j'y porte pas attention. Ah, ça, c'est pas grave, ça. De toute façon, on est rendu à une période, on est rendu à la période de l'année où la moitié du Québec est au Portugal, puis l'autre moitié est à Ottawa pour courir un marathon aujourd'hui. Fait que, c'est vrai. Et puis, salutations à nos marathoniens. On en connaît quelques-uns, là, d'ailleurs, de nos cercles jadis d'Alioup. Donc, on les salue si vous écoutez ce programme. Mais on salue aussi Producer Ali, qui justement est au Portugal aussi en ce moment avec sa douce. Oui. Tant pour Euro Summer. Hein. Aussi, bon, ça ne s'applique pas peut-être à notre cher Producer Ali, mais aux étudiants à l'université aussi. Là, je veux dire, l'école termine, puis c'est cette partie en mai là, où tout le monde commence à voyager dans les Europes. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, bienvenue à la Triple Menace, cette édition du 24 mai 2026, ou du 25 mai. En fait, si vous écoutez ça le lundi matin, bon matin, si c'est le cas d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous êtes rétablis de votre fin de semaine, de ce qui s'est passé avec les Canadiens de Montréal, cette défaite au deuxième match. On va en revenir, bien sûr, mais avant tout, il y a tellement de choses à jaser, messieurs, à commencer avec la victoire de la victoire. Parce que, bon, finalement, on pourra le dire, hein, je sais qu'il y en a, et à moi commencer, je l'avais dans la poche arrière, celle-là. La victoire avec la victoire. Ben écoute, quand le nom avait été annoncé pour la première fois, il y avait comme 10 000 jeux de mots qui avaient déjà été faits à la base. Ça n'avait pas pris de temps que tout le monde s'en était mis à cœur joie là-dessus. Là. Tout le monde a posé la question en se pensant fin finnois. Ouais, mais il arrive quoi si la victoire perd? Est-ce qu'on produira la défaite? I guess we'll never know. Et te regarde dans les yeux. Mais oui, effectivement, on le saura jamais, hein, parce qu'effectivement, je veux dire, mis à part 2 saisons, là, où d'ailleurs, elles étaient favorites, hein, des sorties hâtives en éliminatoire contre des adversaires qu'elles ont choisis. Puis finalement, la troisième est la bonne. J'ai envie de dire en plus, là, parce que du temps, j'ai l'impression que cette victoire-là s'est donnée, cette conquête du championnat pour les filles. Il y a comme 15 autres nouvelles équipes qui ont été annoncées dans la LPHF, sans dire que le temps commençait à couler un peu, mais finalement, Félix, le timing a bien fait les choses, hein? Ah, pas à peu près, puis surtout que ça tombe dans le même printemps où est-ce qu'il y a le Canadien, que c'est son beau parcours en série. Montréal est vraiment hockey en ce moment. Ça fait des années qu'on n'a pas dit ça en mai. Mais tu sais, c'est le fun de voir ça. Les filles, la victoire, justement, qui méritaient bien. Écoute, Marie-Philippe Poulain méritait quand même une conquête de la Coupe Walter avant la fin de sa carrière. Là, je veux dire, quand tu penses à la meilleure joueuse de hockey féminin de l'histoire, Marie-Philippe Poulain est probablement en haut de la liste. Il fallait quand même qu'elle ait soulevé le gros trophée à la fin. Amplement mérité pour elle. On sait qu'il était clairement amoché, le joueur sur seulement une jambe, et même à ça, elle était dominante. Construite différemment, Marie-Philippe Poulain. Vraiment, vraiment mérité. Tu sais, t'as la victoire. D'ailleurs, non, vas-y, Félix, finis ton point. Écoute, c'est honnêtement, c'est cool, je trouve ça vraiment le fun pour les filles. Le défilé, d'ailleurs, qui est prévu pour mardi. J'ai hâte de voir, j'espère qu'il va y avoir bien des gens, que la météo sera pas trop
un problème. Il annonce beau pour le moment. Mardi, il annonce même très chaud. Mais j'espère pour les filles que ça va être un beau défilé où est-ce qu'il y aura bien des gens qui vont se déplacer. Je vais juste dire 2 choses là-dessus. Puis je ne sais plus qui avait dit ça, puis je trouvais l'idée excellente. C'est pourquoi pas demander à Marie-Philippe Poulin de porter le flambeau pour le match numéro 3 de la série canadienne Hurricanes. Ça, c'est la fameuse question qu'on aime, qu'on a shooté d'ailleurs sur nos réseaux sociaux la semaine dernière, dont notre groupe Facebook des super fans des Tigers de Guangdong. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné au groupe, vous pouvez le faire. Mais oui, Félix, je veux dire, c'est la question qu'on pose. Puis on se dit, bon, pourquoi pas? C'est le concept, on se dit au départ, ce sont les capitaines des Canadiens qui ont gagné la Coupe. Et plus le temps passe, finalement, sans dire que les critères commencent à se diluer un peu, je veux dire, après ça, on est passé par Larry Robinson, qui n'a pas été capitaine. Maintenant, est-ce qu'on peut élargir ça un peu plus? Je veux dire, s'il y avait à faire exception à la règle, Marie-Philippe Poulin, pourquoi pas, non? Qui est employé de l'équipe, qui était encore, en tout cas, elle l'a déjà été, je pense qu'elle est encore à temps très, très, très partiel, là, qui est dans l'entourage de l'équipe, du moins. Ce serait quand même cool, tu sais, si le critère, c'est d'avoir gagné une coupe. Bon, c'est pas la Coupe Stanley, mais elle a quand même gagné l'honneur d'équipe le plus prestigieux du hockey féminin. Ce serait cool. Je penserais pas que ça va arriver. Je pense qu'on va peut-être plus les honorer avant le match, pendant une pause, comme on a l'habitude de faire. Mais ce serait cool. J'haïrais pas ça. Je suis curieux de voir qu'on va sortir pour le match numéro 3 demain ou ce soir si vous écoutez ça. Si vous écoutez ça lundi. Mais ce serait cool. Je pense que ce serait un bon flash. Je pense que les gens seraient heureux. Puis on sait que Marie-Philippe Poulin est tellement aimé à Montréal et tout. Je pense que ce serait une belle idée. Je pense pas que ça va arriver. Je pense qu'on veut se limiter à des anciens joueurs des Canadiens. Mais s'il y a un moment où est-ce que ça pourrait être Marie-Philippe Poulin, je pense que demain serait le meilleur de ces moments-là. Et en tant qu'employé de l'équipe, il y a probablement moyen d'arranger quelque chose, même si je ne pense pas que ça va. Parce qu'en en même temps, on ne sait pas, on sait aucunement là, quand est-ce que ces affaires-là sont bookées, ces apparitions-là. Mais bon, regarde, on en discute, on en fait du petit potinage, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais encore une fois, félicitations à la victoire de Montréal, championne de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Et messieurs, ça a aidé quand même. On a fait un petit peu là, la mention la semaine dernière, comme quoi ça allait être toute qu'une fin de semaine, toute qu'un samedi de hockey, même pas de hockey, en fait, de sport à Montréal, au Québec. Je veux dire, on avait les Canadiens, on avait potentiellement la victoire, tout dépendant où est-ce que ça se rendait. On avait le CF Montréal qui jouait, on avait le FC Supra qui jouait, l'Alliance, qui était à Ottawa pour aussi son 3e match de la saison, qui a gagné d'ailleurs. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les Alouettes commençaient leur saison préparatoire et il y avait une course de bolide apparemment. Puis il n'y avait pas juste ça. Faites juste imaginer si le Rocket de Laval était encore en série puis que l'Armada de Blainville-Boisbriand était à Coupe Memorial en ce moment. Puis mais il y avait les Roses aussi. Ouais. Ah, les Roses aussi, bon. Excusez-moi, les Roses. Je confirme d'ailleurs si l'Armada était à Coupe Memorial, je serais présentement dans une chambre d'hôtel à vous faire ça en 3 heures différées de vous autres, peut-être même durant un match, en fait. Qui sait, j'aurais été un autre moment. Mais ouais, finalement, course de bolide, je dirais pas mal sur une mention personnelle. Là, je veux dire, on va me lever le matin pour suivre les courses là, et j'ai pas envie de prendre mon après-midi souvent pour rattraper les courses, mais bon, hein, je regarde d'un œil très loin comme bien du monde. Mais Félix, toi, je sais que tu aimes ça. Je sais que tu aimes regarder ça. Comment as-tu vu cette fin de semaine, on va dire au sens large, là, du Grand Prix de Formule 1? Ça a été, à certains niveaux, ça a été un peu similaire à l'an passé, dans le sens où on a senti que c'est à Montréal que le championnat s'est vraiment lancé au niveau du championnat des pilotes. L'an dernier, c'est quand il y avait eu ce fameux contact-là entre Oscar Piastri et Lando Norris, qui avait comme un peu commencé la rivalité entre les deux. Et là, il y a eu un peu quelque chose de similaire samedi dans la course sprint entre Kimi Antonelli et George Russell. Ça s'est battu un peu serré entre les deux. Antonelli n'a pas aimé une manœuvre de Russell, s'est mis à se plaindre sur la manière dont Russell pilotait. Toto Wolff a dû intervenir pour calmer les deux. Et là, aujourd'hui, pendant une course, on a eu du sacré... Vraiment, là, ça coursait très, 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 très fort entre Russell et Antonelli. C'était de la super belle course.
Et malheureusement, George Russell, son auto l'a complètement abandonné. Je pense que c'était des problèmes au niveau de moteur pour lui, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Je pense que Lando Norris, c'était au niveau de la boîte de vitesse, donc Russell, c'était au niveau du moteur, si je ne m'abuse. Ça l'a complètement lâché. On l'a vu qu'il était furieux. Dans sa voiture, a pris son appui-tête, l'a lancé au bout de ses bras. Il s'est mis à lancer des choses sur la piste. C'était quand même un peu dangereux à ce moment-là, mais on l'a senti vraiment, vraiment, vraiment frustré par rapport à ça, puis on peut le comprendre. C'est une course déjà que Russell partait comme le grand favori en début de saison et Antonelli a gagné les 4 dernières courses après celle d'aujourd'hui et on sent tranquillement que pour Russell que le championnat devrait lui échapper. Voir Antonelli faire 25 points aujourd'hui pendant que Russell en fait 0, ça fait mal pour une voiture Mercedes qui est habituellement extrêmement fiable. Mais ça a été un beau week-end, la première course sprint qu'on a vécue à Montréal. La course sprint a été plaisante, puis aujourd'hui, la course a été vraiment le fun jusqu'à, malheureusement, cet incident-là pour Russell qui l'a empêché de terminer la course. Les McLaren qui ont eu une journée épouvantable aujourd'hui. Les deux ont fait 2 arrêts au puits après même pas 20 tours. Des pénalités, Norris qui finit pas la course. Une journée épouvantable pour les seuls qu'on voyait peut-être défier Mercedes au sommet. Au moins, on a eu des belles batailles entre les Red Bull et les Ferrari en deuxième moitié de course, Hamilton et Verstappen en particulier. C'était beau de voir ça, voir Hamilton sur la deuxième place, un circuit où est-ce qu'il est toujours très, très bon à Montréal. Et Verstappen, son premier podium de la saison, c'est quand même fou de dire ça un 24 mai. Mais Max Verstappen, qui a eu aussi une belle journée aujourd'hui, a profité des déboires de ses rivaux aujourd'hui. Fait que de manière générale, un beau week-end à Montréal, malgré la drôle de température aujourd'hui. Ça a fait un beau week-end, puis je pense que c'est un autre beau succès pour le Grand Prix de Montréal, qui à chaque année est un beau succès à chaque année, mais cette année particulièrement a été un beau succès et encore un point tournant dans cette rivalité entre les deux pilotes de la meilleure écurie de la saison. C'est ça un peu que je voulais amener comme point aussi. Là, Montréal a comme une belle réputation là, chez les pilotes. Là, année après année, c'est tout le temps un des top circuits que les pilotes aiment courser. Puis c'est jamais plate à Montréal. C'est ça qui est le fun un peu de... Moi qui n'ai pas nécessairement un grand suivi de F1, j'ai comme l'impression que Montréal a comme une super belle réputation que c'est jamais plate comme fin de semaine. Il y a tout le temps un peu de drama, un peu... Si c'est pas le drama, c'est la température, c'est les marmottes, c'est le mur des champions. Les marmottes. Les marmottes et le mur des champions. Deux qui ont péri au combat cette semaine, d'ailleurs, les pauvres marmottes. Les pauvres. Les pauvres marmottes. Je me sens mal. Puis, mais en même temps aussi, ce qui est le fun pop, puis je pense, terminer un peu là-dessus, là. Mais, tu sais, Montréal est pas mal synonyme aussi au succès de Lewis Hamilton. Hein? Je pense que c'est 7 victoires quand même sur cette course au circuit Gilles Villeneuve. D'ailleurs, salutations Gilles Villeneuve, hein, désigné comme personnage historique. Là. Mais, effectivement, puis garde. Tu sais quoi, je pense que dans la dernière année, il y a tellement eu tellement eu de mauvaise langue, tellement eu de mauvaise foi à l'endroit de Ferrari, pardon, puis même Hamilton, au sujet de son écurie, à l'inverse, pas une relation super, puis ben, en tout cas, de ce qu'on a suivi dans les dernières années, dans les derniers mois, ça a été peut-être l'une de ses meilleures courses, c'est peut-être pas sa meilleure course depuis qu'il est avec Ferrari, j'ai l'impression. Là. Oui, absolument, ça a été une des très, très belles courses, une belle performance. Encore une fois, un peu comme Verstappen a profité de l'abandon de Russell et des déboires de McLaren, mais de manière générale, il a été très bon aujourd'hui. Il a été meilleur que Leclerc, son coéquipier. Et en fin de course, on sentait que c'était une question de temps avant qu'il dépasse Verstappen. Oui, sa voiture est meilleure, mais ça reste que fallait le faire. Dépasser Verstappen, c'est jamais facile. Même s'il y avait une tondeuse à gazon, ce serait pas facile de dépasser Max Verstappen. Puis écoute, oui, une belle course. On l'a senti en confiance cette semaine, plus qu'on l'a senti par le passé, du moins avec Ferrari. Fait que oui, j'ai bien aimé la fin de semaine d'Hamilton. On sait que c'est un gars qui n'a jamais caché, qui aime beaucoup Montréal, puis sa feuille de route en disons là-dessus. Là, tu disais cette victoire. Je pense, si je ne m'abuse, c'est son 11e podium à Montréal en carrière aujourd'hui. Première fois d'ailleurs qu'il finit au 2e rang. Il a gagné 7 fois, terminé 3 fois 3e. C'est la toute première fois de sa carrière qu'il terminait 2e au circuit Gilles Villeneuve. Fait que oui, une belle fin de semaine pour Hamilton. Ferrari qui, encore une fois, c'est pas toujours facile, mais terminer 2e et 4e dans une journée comme ça, c'est vraiment un beau succès pour eux. C'est l'écurie qui a connu au niveau des points la meilleure journée aujourd'hui. C'est quand même un beau succès pour Ferrari, même si on n'a pas la voiture de Mercedes ou même de McLaren. Là, peut-être qu'on est tombé vraiment 3e dans la hiérarchie, mais dans cette saison-là, où est-ce que depuis le début de la saison, ça change tellement
vite la hiérarchie des meilleures écuries. Tu prends tes points quand ils passent, puis Ferrari a été un peu chanceux aujourd'hui, mais on a quand même réussi à amener des voitures 2 et 4 dans une journée où est-ce que c'est pas tout le monde qui a été capable de ramener ses voitures au garage. Fait que, oui, une super belle journée pour Ferrari qui clairement va être très satisfait avec une deuxième et une quatrième place. Bon, regarde, parle-moi de ça, un peu comme une triple couronne. Hein? Tu es allé chercher tous les positionnements sur le podium. D'ailleurs, si vous posez la question, Lance Stroll, chez lui, 15e. 15e. C'est quoi? C'est mieux qu'une claque à la gueule. C'est juste qu'il y en a un seul autre après lui qui a terminé la course, étant Valtteri Bottas, qui avait remporté d'ailleurs le Grand Prix de Montréal, si je ne dis pas de bêtises, jadis. Mais anyway. Oui, une dizaine d'années, mais oui. Jadis, on va dire ça de même. Messieurs, passons donc aux choses sérieuses, puis on va laisser ça en grand. Pop, veux-tu donc nous partir le générique, puis on va se lancer sur le hockey? On se lance là-dessus, direct là. Avec, bien sûr, nul autre que le générique. Perron d'église, comme je vous l'ai rappelé, à chaque semaine, on vous envoie une invitation, une petite question sur les réseaux sociaux. Vous répondez comme vous voulez. Alors, cette semaine, la question pour vous est: qui veux-tu voir dans l'alignement pour le reste de la série? La photo qu'on vous avait glissée avec les trois, je dirais pas jeunes lurons, mais les trois gaillards, en fait, on va vraiment dire à trois étapes différentes de leur carrière maintenant qu'on y pense. En ordre chronologique, même, Oliver Kapanen, Joseph Veleno et Brendan Gallagher. Alors, écoutez, on vous a demandé qui est-ce que vous voulez voir dans l'alignement et nul besoin d'un doctorat en hockey pour dire que la majorité des gens ont souhaité Gallagher. On a même Richard qui est allé plus loin. Hein, il a dit les trois sur la glace en même temps au Yable, que le Canadien joue à 14 attaquants. Que voulez-vous? On a Philippe qui dit Gallagher ou Veleno. Kapanen, hier, malheureusement, était une nuisance et ça, on va y revenir. Mais Veleno qui vient quand même en deuxième place. Vous savez quoi? Pas beaucoup de gens dans le fan club d'Oliver Kapanen. Je dirais même des réponses que nous avons eues sur Facebook. Personne des 12 répondants nous a nommé Oliver Kapanen. Il y en a quelqu'un qui nous dit « Et Kirby Dach, lui, a-t-il vraiment sa place? Le croyez-vous? » C'est le sujet de l'heure, puis je pense qu'on peut commencer là-dessus sur le match de samedi dans lequel les Canadiens ont perdu en prolongation, où la grosse conversation autour de Martin Saint-Louis, c'est a-t-il fait une erreur de coaching? Simplement une erreur que d'avoir donné du temps de glace à son quatrième trio. Et la seconde, vraiment littéralement la seconde que le quatrième trio est rentré sur la glace, les Hurricanes en ont tout de suite profité. Et Nikolai Ehlers, légende des Moussets d'Halifax, est allé inscrire son deuxième du match, le but gagnant de ce deuxième duel. Félix, je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on en dit de cela? Écoute, est-ce que Martin Saint-Louis a fait une erreur d'envoyer son quatrième trio en prolongation? Non, parce qu'on a vu depuis le début des séries, le top 6, le top 9 joue déjà tellement de grosses minutes. Éventuellement, tu ne pourras pas t'en sortir si ton quatrième trio joue jamais. Il fallait tôt ou tard que ces gars-là aient sur la glace. Même chose pour Jalen Struble en défensive, qui a joué, si je ne m'abuse, 14 minutes hier. Il faut que ces gars-là jouent à un moment donné. Tu ne peux pas juste faire jouer Mike Matheson puis Lenotun 30 minutes par match puis espérer t'en sortir. Il faut que tu roules tes trios à un certain moment donné. Le problème, selon moi, si on veut l'erreur de Martin Saint-Louis, si on en veut une, là, c'est d'avoir mis Oliver Kapanen dans cette formation-là. Je l'ai dit, je me répète. Je pense que tous ceux qui écoutent ce show-là savent que je ne suis pas son plus grand fan. Hier, écoute, je ne mettrai pas le blanc sur une personne en particulier. Là. Si le Canadien tirait 12 fois dans un match, tu gagnerais vraiment pas souvent en tirant 12 fois. Okay, mais sur le but victorieux, là, les gars ont une longue présence en zone défensive. Oliver Kapanen a la chance de dégager dans le fond de la zone pour permettre d'amener des changements. Au lieu de ça, il fait un revirement un peu tout croche. Puis, oui, Zachary Bolduc a été un peu mou. Oui, Noah Dobson aurait pu être plus agressif sur Nikolai Ehlers, mais si Kapanen fait juste mettre cette ronde-là dans le fond de la zone, comme il est supposé pour permettre aux gars qui sont brûlés d'aller changer puis d'amener des forces fraîches, on a peut-être un match complètement différent. On a peut-être une série complètement différente à 2-0 au lieu de 1-1. Moi, c'est ça l'erreur que je vois entre guillemets. Là. Puis, écoute, je ne vais pas taper sur la tête de Kapanen plus que ça. Là. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il est conscient que c'était une erreur. Mais je l'ai dit sur ce show-là, je ne suis pas son plus grand fan. Puis,
je regardais ça, je pense pas que Brendan Gallagher ou Joe Veleno fassent cette même erreur-là. Puis pour moi, c'est pour ça, c'est rien contre le kid, mais je pense que Kapanen ne peut pas être là au prochain match. Est-ce que Veleno est en santé pour jouer? Je sais pas. S'il ne l'est pas, on tombe à Gallagher. Puis peut-être que ce serait pas une mauvaise chose, c'est de fouetter un peu les gars, un gars qui l'a vécu à Montréal. Les Hurricanes sont pas particulièrement rapides. Peut-être que ça fit mieux un gars comme Gallagher, une série comme ça. Mais je pense que Kapanen, on l'aurait essayé, c'est cool. Puis quand même, il n'a pas été excellent, mais il n'était pas une nuisance trop avant le match d'hier. Mais là, je pense que tu peux pas justifier le gars dans l'alignement pour le match de demain. Moi, je fais juste vous rappeler qu'il y a 3 semaines, peut-être même 4 semaines, je me rappelle plus là-dessus, on avait exactement le même débat sur Kirby Dach. Qu'est-ce qui a fait que non seulement il est resté dans l'alignement, mais il est devenu un élément clé pour cette série-là contre le Lightning de Tampa Bay. C'est exactement la même chose. Un mauvais revirement, tentative de dégagement qui est ratée. Dans le cas de Kirby Dach, ça a donné un dégagement refusé, ça a donné le but de J.J. Moser dans le deuxième match. Mais moi, s'il fallait vraiment pointer du doigt Martin Saint-Louis pour une chose, là, vraiment, là, c'est d'avoir, envoyé ton 4e trio, 2, l'envoyer contre le premier trio des Hurricanes, et de 3, et pour moi, c'est ce que moi je retiens le plus, c'est envoyer ce 4e trio-là avec la paire Noah Dobson et Mike Matheson qui a été clairement la pire des 3 paires dans le match numéro 2. Peut-être même incluant le match numéro 1. Noah Dobson, écoute, peu importe si... je pense qu'on peut s'entendre qu'il n'est pas à 100%. Je pense qu'offensivement, il n'a pas encore retrouvé sa game. Il n'est pas une nuisance tant que ça, mais on sent qu'offensivement, son style de jeu est encore un peu affecté par justement cette blessure en doigt-là. Mike Matheson, bon, on connaît ses hauts, on connaît ses bas. Je pense qu'on n'a pas besoin de le voir là-dessus. Mais écoute, pour moi, on a encore le même débat qu'avec Kirby Dach au match 2 contre Tampa Bay. Puis, de toute façon, là, on revient à Montréal. On va avoir Montréal va avoir le dernier changement. Je pense que la décision de Martin Saint-Louis sur qui on amène dans l'alignement va plus dépendre de quel match on peut pas avoir que finalement qui a fait l'erreur. Parce que, honnêtement, là, oui, Oliver Kapanen manque un peu son dégagement. Puis, je pense que je vais donner aussi un peu de crédit à Jalen Chatfield qui était exactement à la bonne place au bon moment pour lui presser. On peut lui donner beaucoup de crédit là-dessus pour cette relance-là. Mais écoute, le dégagement est raté. Kirby Dach et Zachary Bolduc sont pris en arrière. Matheson Dobson vont changer peut-être 1-2 secondes, peut-être trop de bonheur. Je pense qu'on aurait pu sortir l'argument de attends au moins que la rondelle soit vraiment rendue l'autre bord avant d'aller changer les deux en même temps, en plus sur une relance. Pour moi, c'est peut-être ça, un peu plus ça que j'observe un peu. Mais en même temps, si on m'avait dit la semaine dernière qu'on était à un tir ou à une présence que Montréal prenait devant 2-0 avant de revenir à Montréal, pour moi, je signe n'importe quand. Puis tu sais quoi, c'est aussi le commentaire qui est revenu de Jakub Dobeš là, qui mentionnait comme quoi, bon, il faut pouvoir laisser, en tant que gardien de but, laisser une chance à ses coéquipiers de pouvoir aller chercher le but. Malheureusement, il ne l'a pas fait puisqu'il s'agissait du vrai premier tir dans cette période de prolongation. Et même les tirs qui sont redevenus un enjeu, un sujet de discussion, de vive discussion dans lequel le Canadien n'a eu que 2 tirs en première période et 3 lors de la deuxième. Puis c'est drôle, hein, mais de manière générale, dans cette série, Frederik Andersen qui ne joue pas au même standard qu'il nous a habitués lors des 2 premières rondes, en fait, des 2 balayages dont les Hurricanes en sont les fiers responsables, mais essentiellement, je pense que Félix Pop, il y a quand même une sorte de constante qui se présente, peu importe combien de tirs Frederik Andersen va avoir, puis on a vu certains d'entre eux, écoutez, ça n'a pas percé, mais je vois pas non plus un Frederik Andersen trop en confiance. Absolument pas. Absolument pas. Je veux dire, hier, il a accordé un but sur le premier tir qu'il a vu au final, puis un autre sur une séquence où il a eu de la misère à gérer la rondelle. C'est 12 tirs hier, c'est 2 buts sur 12 tirs, encore une fois. Là, c'est pas bon, 2 buts sur 12 tirs. Pour moi, si je suis les Hurricanes, il n'y a pas grand-chose qui me rassure de ces 2 matchs-là, nécessairement. Puis si je suis le Canadien, je m'accroche à ça. Hier, là, comparativement
premier match. Le premier match, on n'a pas vu les Hurricanes au meilleur de leur capacité, très, très, très loin de là. Hier, on a pas mal vu les Hurricanes au meilleur de leur capacité et le Canadien a réussi à les amener en prolongation. Ça aurait pu jouer à ça s'est joué à une ou deux petites choses dans un match parce que le Canadien est capable de bien mieux faire que ça. Puis, écoute, crédit aux Hurricanes, on a fait les ajustements nécessaires pour retrouver le jeu. Un ajustement particulier, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Hier, à chaque fois que Nick Suzuki sautait sur la glace, je voyais Jordan Staal qui est arrivé pour coller au cul. Ce qui n'était pas du tout le cas dans le premier match. Les Hurricanes essaient plus de rouler leur trio. Et là, Rod Brennamo a essayé d'ajuster un peu. Jordan Staal était là. Je l'ai vu tellement souvent avec Nick Suzuki, ce que je n'ai pas vu dans le premier match. Un peu comme Anthony Cirelli à Tampa Bay. Jordan Staal, beaucoup plus avancé en âge, mais toujours aussi excellent défensivement. Ça a apparu parce que le premier trio a eu beaucoup plus de difficultés que dans le premier match à créer de l'offensive. Fait que ça, clairement, ça a été un facteur. Mais si t'es le Canadien, il faut que tu t'accroches à ça, que Frédéric Anderson t'a pas démontré encore qu'il faut que tu le respectes plus que ça. Puis surtout, tire la rondelle. Il y a des bonnes choses qui arrivent quand tu tires la rondelle. Le premier match, tu as marqué 5 buts. Le sixième était dans un flazer. Tu en as marqué 5 sur Anderson. Hier, tu en as marqué 2 sur 12 tirs. Tu l'as dit, on ramène la série à 1 à Montréal. Oui, c'est encore la même chose. Le Canadien perd une occasion de prendre une avance confortable sur la série, mais ça reste quand même un scénario qui n'est pas mauvais si tu es capable de protéger ta maison et d'aller en chercher 2 à Montréal. Tu sais, si tu gagnes les 2 à Montréal, on s'en fout du match 2. Là, tu vas avoir une avance de 3-1 puis tu vas être dans une position très confortable. Fait, oui, hier, les Hurricanes, à leur meilleur, ont donné de la misère aux Canadiens, mais le Canadien n'a pas grand-chose de gagner. Moi, ce match-là ne m'inquiète pas particulièrement. Il y a peut-être juste une seule chose qui m'inquiète, c'est si Slade Hudson est bien en santé, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, je veux juste savoir. Moi, je rejoins un peu Félix là-dessus. Les Hurricanes ont comme démontré le pire et le meilleur qu'ils pouvaient faire, puis malgré tout ça, ça a pris toute leur petite chance pour créer l'égalité. Moi, ce que je retiens là-dessus, c'est peut-être, est-ce qu'on va voir un jour Brandon Bossy, un moment donné dans cette série-là? Moi, je ne parierais pas de l'argent là-dessus, mais je ne serais pas surpris qu'éventuellement dans la série, on va le voir au moins une fois. Au moins une fois dans cette série-là. C'est plate parce que là, Montréal a l'avantage de la patinoire, mais historiquement, depuis le début des séries, avoir l'avantage de la patinoire à Montréal, c'est pas vraiment ce que j'appelle un avantage tant que ça. Mais au moins, je me dis, dans ces 2 premiers matchs-là, je pense que s'il y avait un objectif qu'il fallait faire, c'était de neutraliser le trio Stankoven, Taylor Hall et Jackson Blake. Ce trio-là, on ne l'a pas vu tant que ça dans les 2 premiers matchs. Fait que pour moi, c'est un objectif rempli. Il ne faut pas oublier une chose. Hein. Oui, tout le monde parle de Montréal ne prend pas beaucoup de tirs et tout ça. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les 10-11 dernières minutes de la game, là, on sentait un petit peu plus le sentiment d'urgence. C'est drôle, hein? Quand il y a vu, on décidait de on va prendre peut-être des shots qui, mathématiquement, on ne pense pas que ça va marcher. Puis, c'est drôle, hein? Montréal semblait prendre le dessus dans les 10 dernières minutes. Puis ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait apprendre là-dessus. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein? La Caroline, c'est une équipe de processus. Ils vont te donner l'impression qu'ils dominent toute la game, mais quand tu regardes ça vraiment de près, pas tant que ça. Écoute, ça donne... C'est un bon argument à chialer le classique. Tabarouette. On a eu plus de tirs que l'autre équipe. Là, mais bon, quand c'est rendu que tu traverses la ligne rouge puis tu tires, mais bon, j'exagère quand même. Point là-dessus, Final Pop prenait quand même le fait qu'effectivement, à chaque fois qu'on a vu des tirs sur Frédéric Anderson, ça fait pas toujours l'air évident, hein, mais bon, que voulez-vous? Pop, dernier point, puis après ça, on passe à autre chose. Puis, moi, je regarde juste les buts que les Hurricanes ont marqués dans le match de samedi, dans le match numéro 2. Je pense pas que ça va être des buts qu'on va réussir à refaire dans tous les matchs non plus. Là. Crédit à... C'est qui voyons, son nom m'échappe. Lui qui a marqué Robinson. Eric Robinson. Oui. Eric Robinson, super belle déviation, mais ça, c'est le genre de déviation, genre, essaie de le refaire 1000 fois, tu vas peut-être le faire 2 ou 3 fois. Puis, tu sais, un revirement de la sorte sur le but gagnant Nicolas Gillers, ça prend pas grand-chose, là. Fait que pour moi, si je suis un partisan du Canadien de Montréal en ce moment même, j'ai aucune inquiétude pour les 2 prochains matchs qui s'en viennent. As-tu dit Nicolas? Oui. Nicolas Gillers. Ben regardons. Ouais, je sais que c'est... Ben moi, je dis Nicolas Gillers. Bon, ben regarde. Belle vie. Regarde, tu sais quoi? Garde-toi avec ça.
Puis en plus, hein, sur les 2 buts d'Ehlers, en plus, Jakub Dobeš a regardé le plafond dans le sens que peut-être des tirs. Non, puis tu sais, je pense que même les 3 buts que Jakub Dobeš a donnés hier. Dans tous les cas, il a regardé le plafond à chaque fois, je pense. Je pense qu'il aurait voulu revoir les 3 tirs qu'il a vus, ces 3 tirs-là, je pense. Eh bon, hein, si c'est quelque chose d'un peu de pouvoir se consoler avec tout cela. Félix, parlons Lane Hutson parce qu'effectivement, petite frousse quand même, on a parlé du trio de Taylor Hall qui, de Taylor Hall, hein, comprenant Taylor Hall, comme quoi en soi, il ne produit pas autant qu'il l'a fait lors des 8 premiers matchs. Mais quand même, Taylor Hall qui fait sa bonne job de vétéran que de jouer au hockey comme il faut, que d'aller terminer sa mise en échec. Et terminer sa mise en échec, il a fait aux dépens de Lane Hutson. Et bon, Lane Hutson qui était placé d'une manière un petit peu bizarre, hein, contre la bande, le genou de manière perpendiculaire. Il se fait, en fait, pour engager là, le langage urbain, il s'est fait Charlie Horse pas mal et tout le monde sait, un bon Charlie Horse bien placé, ça fait vraiment, vraiment mal. Et quand même, hein, petite frousse pour Lane Hutson, mais en tout cas, au moment où on se parle, on se dit, il ne devrait pas avoir trop de problèmes avec ça, mais il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Écoute, le Martin Saint-Louis, il fait rassurant ce matin, comme quoi Lane Hutson, ça irait bien, il serait correct et tout. Puis, il y a quand même certains signes quelque peu rassurant dans le sens où il est en mesure de terminer sa présence après, puis on l'a vu patiner, puis il est capable de patiner comme Lane Hutson est capable de patiner là, avec le moteur qu'on lui connaît. Mais on sait aussi que l'entraîneur ne dira pas à tout le monde « Oh mon gars, il est tellement blessé, il va jouer pareil, il met son genou, il fait tellement mal. » Là. Fait que tu sais, il faut apprendre à en laisser. Mais est-ce que je suis inquiet pour Lane Hutson? Plus ou moins. Le problème, c'est que si Lane Hutson est sérieusement blessé, là, c'est complètement différent. Là, parce que on le voit bien au Colorado en ce moment, là, puis je fais une petite passerelle là-dessus tout de suite. Là. On voit ce que ça donne au Colorado en ce moment sans Cale Makar. Le match numéro 3 commence à l'instant où on enregistre ça. Cale Makar est de retour d'ailleurs dans la formation, donc on verra ce que ça va donner, mais dans quel état il est surtout aussi. Mais on l'a bien vu dans les 2 premiers matchs de cette série-là. Ne pas avoir ton défenseur numéro 1, celui qui crée ton offensive, celui qui fait toutes tes relances, ça a un impact tellement majeur. Puis, ceux qui se disent « Wow, mon Dieu, l'Avalanche s'est écroulée complètement sans Makar », on enlève Lane Hutson au Canadien, on met Lane Hutson à 50-60% de ses habiletés. Là. Le Canadien va vivre exactement la même chose. Là, je veux dire, c'est pas pire parce que pensez à toutes les fois dans un match du Canadien qu'il y a une séquence offensive que tu dis « Wow, c'est Hutson qui a parti ça dans le fond. » Puis, il y en a au moins 2-3 à chaque match, puis c'est toutes des. Ça ne mène pas tout le temps un but, mais des belles chances de marquer créées par Hutson. Il y en a 2-3 par match au moins. Fait que, tu sais, pour le moment, ça va bien. Il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter, mais il va falloir souhaiter que Lane Hutson soit capable de jouer, ne soit pas trop incommodé, parce que si jamais il est incommodé au point où il continue à jouer à un niveau moins élevé ou qu'il est incapable de jouer littéralement, le Canadien va être dans le trouble. Il va être sérieusement dans le trou. C'est notre seule question. En tout cas, je fais juste dire à quel point Devontae s'est ennuyé de Cale Makar dans ses 2 premiers matchs contre Vegas. Ah, mais c'est sûr, man. C'est sûr. Puis, Gab, petit point sur les notes, une petite parenthèse tant qu'à faire, là, tant qu'à être sur le sujet, là. On peut-tu arrêter de le faire jouer à droite, là? Non, mais on peut-tu arrêter ce niaisage de le faire jouer à droite? Oh, merci. Félix, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que je dis ça. Mais tu sais, je comprends que c'est comme le seul qui est un peu capable de le faire, puis t'as pas 3 droitiers, fait que tu dis, gars, ça en prend un qui va y aller, ok, mais Lane Hutson à droite est bon. Lane Hutson à gauche est un des top 3, top 5 meilleurs défenseurs de la Ligue. Est-ce qu'on peut arrêter d'essayer de patcher un problème en se privant d'un des meilleurs défenseurs? Avez-vous remarqué que c'est un petit peu plus difficile, puis difficile en très très gros guillemets, parce que c'est Lane Hutson, là. Avez-vous réalisé à quel point c'est un petit peu plus difficile pour lui depuis 3-4 matchs? Bizarrement, c'est depuis ce temps-là qu'il joue à droite. Mettez-le à gauche. On l'a vu toute l'année. À droite, ça ne fonctionne pas. À gauche, il est exceptionnel. Si on veut créer plus d'offensive, si on veut tirer plus que 12 fois dans un match, là, puis dans un match parce que l'autre équipe n'est pas super rouillée, là, Lane Hutson, il va à gauche, pas à droite. Ça fait juste 3 mois que je dis ça. Serait-ce un argument d'ailleurs là, au niveau de la mise en échec, puis je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais ne serait-ce que pour 5 minutes d'une partie, voir Harper Jacques à la glace, par exemple? Ouais.
Ouais, c'est un des joueurs qu'on a mentionné d'ailleurs, qu'on n'a pas mentionné. Si quelqu'un peut jouer à droite pour que tu joue à... Tu sais, je suis pas prêt à dire que je mettrais David Reinbacher parce que David Reinbacher, je pense pas que c'est le genre de match dans lequel tu... Je pense que tu l'as amené en série tout de suite. Puis, surtout qu'il vient encore de se reblesser récemment en plus. Là. Ben oui, mais tu sais, je pense qu'il serait capable de jouer en ce moment. Là. Ben, puis tu sais, Adam Engstrom est un gaucher, mais il joue à droite. Tu sais, peut-être lui, j'ai un peu d'expérience. Mais encore là, veux-tu vraiment qu'il... Je suis pas sûr que c'est ces gars-là que je veux. Puis ça reste que la construction de la ligne bleue du Canadien est un peu... C'est d'une faiblesse en ce moment. On n'a pas 3 droitiers, puis ça paraît dans ces matchs-là, mais... Puis Matheson à droite, c'est épouvantable. Goulet à droite, c'est épouvantable. Je comprends que Martin Saint-Louis n'a pas vraiment d'autres options, mais il faut, d'une manière ou d'une autre, que Lane Hutson recommence à jouer à gauche, parce que c'est ce qui peut faire la différence de cette série-là, d'avoir ton meilleur joueur. Oui, Lane Hutson est le meilleur joueur du Canadien, d'avoir ton meilleur joueur qui joue de son bon côté. C'est comme si on mettait Nick Suzuki à l'aile parce qu'on avait trop de centre. C'est n'importe quoi. Là. Je veux dire, les autres se déplacent pour... En tout cas, je m'écarte avant d'aller trop loin. Ben, Lane Hutson à gauche. Est-ce que tu es en train de revivre un PTSD du temps où Jonathan Drouin jouait au centre à Montréal? Oui. Je n'irai pas là-dessus parce que je veux regarder ma santé mentale. C'est la semaine passée qu'on parlait que ce qu'on vit malgré tout le stress, c'est bien meilleur que la reconstruction. À cette époque aussi qu'on avait fait jouer Jonathan Drouin au centre puis que Victor Mété, 18-19 ans, avait gradué dans la Ligue nationale rapidement. Il jouait avec Shea Weber, man. Premier pairing. Shea Weber. Non, mais écoute, les deux se complètent. Hein? On a le défenseur offensif, ou du moins qui bouge la rondelle avec l'ancrage défensif. Jusqu'à l'inverse, c'est que c'est lui qui est l'ancrage défensif qui a marqué plus de buts, rendu genre au 53e match de la saison. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, ça. Au 128e aussi, je pense que c'était... je pense que c'est son 128e match. Il avait marqué son premier but. Ça a pris un bout. On va dire ça de même. Parlons d'ailleurs de Lane Hutson. Nouvelle qui nous sortit d'ailleurs de Rick Dhaliwal du côté de Vancouver, comme quoi, lors de la saison, c'était 2021-2022, les recruteurs, ça regarde qui est-ce qui pourrait être un bon joueur à ajouter à une formation, tout ça. Et à un certain point, très tôt là, dans cette saison 21-22, ça changeait en cours de route quand même, mais on apprenait que les Canucks de Vancouver avaient Lane Hutson avec une belle étiquette à côté qui disait « Do not draft », ne pas repêcher en majuscule, souligné comme amener les qualificatifs que vous voulez, mais comme quoi, bref, on voulait rien savoir de Lane Hutson et bon, comme on l'a bien glaze la semaine dernière, Lane Hutson, comme étant potentiellement ce joueur de franchise à Montréal, hein, celui qu'on étiquette maintenant comme étant celui qui va représenter l'organisation. Quand on pense Canadien, on pense à Lane Hutson. Mais c'est drôle, hein, comment le temps fait les choses. Écoute, la seule raison pourquoi je pourrais défendre Vancouver là-dessus, c'est que je fais juste vous rappeler qu'on avait déjà dans l'alignement un gars qui s'appelait juste Quinn Hughes qui avait 22 ans. Félix parlait de Lane Hutson, peut-être 3-4e meilleur défenseur de la Ligue nationale quand il jouait à gauche. Ça donne qu'un de ces 3 défenseurs-là au-dessus de lui, il jouait déjà pour les Canucks. Non, mais ce qui est tout bad là-dedans, c'est qu'il y en a un qui joue encore en série. Mais ça, c'est facile à dire aujourd'hui, ça. N'importe quel entraîneur, joueur, peut-être fan des Canucks aurait jamais pensé qu'à 25 ans, Quinn Hughes serait déjà parti des Canucks de Vancouver dans un échange. Ouais, puis tu sais, je comprends ce point-là. Puis tu sais, j'ai écrit un texte là-dessus justement cette semaine. Puis c'est aussi un point que j'ai soulevé là, le fait que Quinn Hughes était là. Les Canucks, c'était un cas particulier. Tu sais, le do not draft était quand même sévère parce que tu sais, mettons qu'il était là en 7e ronde. Je veux dire, à un moment donné, tu le prends là. Mais tu sais, écoute. Les Canucks, comme toutes les équipes de la Ligue, incluant le Canadien, ont levé le nez sur Lane Hutson un moment donné pendant le repêchage. Je veux dire, il est sorti 62e. Il y a tellement d'équipes qui l'ont ignoré. Puis c'est Jeff Gorton qui était en entrevue cette semaine à Spittin Checklist qui racontait les premières fois qu'ils ont évalué Lane Hutson en tant qu'espoir. Gorton l'avait vu puis il a fait « Mon Dieu, ce gars-là est vraiment petit. » Je suis pas sûr qu'on veut... Non, mais tu sais, il était comme... Je suis pas sûr qu'on va le prendre. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Puis c'est avec le temps, il a fait... Man, j'ai beau essayer de trouver des raisons, là, ce gars-là est juste trop talentueux pour qu'on l'ignore. Puis
le point qui le différencie de tous les autres joueurs comme ça, c'est qu'il y a une éthique de travail comme il y en a très rarement vu depuis le début de sa carrière. Puis Jeff Gordon a coaché était DG d'équipe où est-ce qu'on avait des gars avec des pas pires éthiques de travail, là, Patrice Bergeron, quelqu'un. Fait que, tu sais, il y en a vécu, il y en a vu des gars comme ça, puis il y en a vu des petits joueurs qui ont réussi à faire mentir les pronostics. Brad Marchand aussi à Boston, qui est un gars qui, c'est Gordon qui l'a repêché, si je ne m'abuse. Fait que, tu sais, c'est de voir que Lane Hutson était un do not draft, puis je ne serais même pas surpris qu'il y ait d'autres équipes qui l'avaient vu. Ah, mais c'est sûr qu'il y a d'autres équipes, là. C'est sûr, puis tu sais, on revient tout le temps à la stat depuis, je pense que depuis 15 ans, il y a juste un défenseur de moins de 6 pieds qui était régulier dans une équipe qui a gagné la Coupe Stanley, c'était Samuel Girard. Fait que tu sais, c'est il y a toujours encore ce stigma-là contre les petits défenseurs. Mais Lane Hutson est un cas particulier, puis ça fait un peu mal paraître les Canucks, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres DG qui l'avaient sur leur liste. Mais comme le défenseur mobile qui bouge la rondelle, comme le défenseur offensif, comme le corps arrière qui sait courir, comme le pivot basket qui peut tirer un ballon, il va toujours avoir une sorte d'étiquette bizarre où on se dit, soit vraiment, là, c'est le plus grand talent que tu as vu, soit, tu sais quoi, personne ne veut lui porter chance, puis il n'y a comme pas vraiment d'entre-deux. Dans tous les cas, là, ce qui est intéressant, pour faire un peu de pouce pour finir ce point-là, là, mais Lane Hutson qui est allé à Boston University avec les Terriers, hein, tu sais, programme pas trop pire d'ailleurs, hein, outre Lane Hutson qui a quand même développé McLean Celebrini, et puis là, on avait appris la semaine dernière que Xavier Villeneuve s'en allait aussi ce programme-là. Donc, tu sais, il y a des similarités quand même. Bon, oui, lui et Hudson et Villeneuve ont la même agence là, avec Quartex et deux, mais dans le sens quand même, tu sais, Boston University, on a développé un pas pire défenseur offensif. Peut-être qu'il s'apprête à en faire un deuxième. Qui sait? Est-ce que Jeff Gordon et Ken Hughes vont voir Xavier Villeneuve et dire « Do not draft the guy ». C'est parce qu'on a. Tu sais, j'écoutais, c'est Ken Hughes qui était à Frank Serra Valley. Je pense que c'était l'été passé qu'il avait donné cette entrevue-là, qui racontait, tu sais, on l'a pensé prendre Cole Hutson, mais on s'est dit, on a déjà Lane, puis il y a un fit bizarre avec les deux sur une même ligne bleue. Puis, tu sais, Cole Hutson qui est un 6 pieds, qui est capable de se défendre physiquement, puis tout. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Quinn Hughes dans le fait qu'on ne voulait pas repêcher les Hutson à un certain moment donné. Puis là, aujourd'hui, ça a l'air fou, mais c'est un point qui se défendait. Puis même Ken Hughes l'avoue, c'est difficile. Si le Canadien se retrouve dans une situation où est-ce qu'on peut prendre Xavier Villeneuve, j'aurais de la misère à voir Xavier Villeneuve être le choix de l'équipe pour la simple et unique raison qu'on a déjà la version ultime de Xavier Villeneuve. En tout respect pour l'équipe, je ne sais pas d'être aussi bon que notre sud. Mais pour les mêmes raisons, c'est difficile d'avoir plusieurs de ces gars-là sur une même ligne bleue. Mais encore là, tu as encore la philosophie de prendre le meilleur espoir disponible sur le tournoi. Mais rendu en deuxième ronde, c'est plus facile de faire ça qu'en première, là, mais c'est ça. Il y a encore ce stigma-là. Puis deux petits défenseurs sur une ligne bleue, ça a fait jaser avec USA Hockey cette année. On se demandait est-ce que Quinn Hughes et Lane Hutson pourraient être là les deux. USA Hockey est encore de la mentalité que non, mais difficile de les blâmer, ils ont quand même gagné la médaille d'or. Mais il y a encore pour beaucoup de gens cette mentalité, incluant Ken Hughes, là, que deux défenseurs extrêmement mobiles comme ça peut difficilement cohabiter sur lui. L'exception à la règle, hein, tu prends le meilleur talent possible. Terminons avec les Golden Knights Pop, que on a mentionné. En ce moment, on enregistre. Ils sont en train de jouer à accueillir la Avalanche. 1-0 Colorado en ce moment. 1-0, maman. On enregistre ça déjà dans les 5 premières minutes, soit dit en passant. Mais les Golden Knights qui ont gagné effectivement les 2 premiers matchs. Tu sais. On était down, hein, que soit une petite année qui ne vendait pas trop du rêve pour les Golden Knights. Puis tu sais quoi? On a critiqué le fait finalement de congédier Bruce Cassidy pour John Tortorella. Puis on se dit, crime, John Tortorella, 3 petits points, encore lui, 3 petits points. Il est là et les Golden Knights sont là. Et les Golden Knights, en ce moment, ont que de sacrées chances que d'être le représentant dans l'Ouest pour la finale de la Coupe Stanley. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que l'amateur de hockey moyen n'est pas prêt encore pour l'instant à vivre un scénario où John Tortorella pourrait légitimement gagner la Coupe Stanley.
Je pense qu'il y a encore du monde qui sont pas... tout le monde parle de Mitch Marner qui gagne le Conn Smythe ou Montréal qui bullshit son chemin jusqu'en finale de la Coupe Stanley, peut-être même une Coupe Stanley. Je pense qu'on n'est pas encore... Le monde ne sont pas encore prêts à ce que John Tortorella gagne une deuxième Coupe Stanley. Puis pour moi, écoute, ça c'est une opinion bien personnelle. J'ai pas demandé à des gens de ce domaine-là. Mais pour moi, ça serait la pire affaire qui pourrait arriver pour les... Je dirais, non, peut-être pas la pire affaire au monde, mais ça serait pas une bonne chose pour les coachs en chef parce que ça va juste venir renforcer le fait que, hey, ton équipe va pas bien, on va peser sur le bouton panique, on va juste congédier notre entraîneur, puis on va juste faire un changement, puis à la moindre occasion qu'on a, à la moindre occasion que ça va pas bien, on va juste changer notre entraîneur, puis on va espérer que on va amener comme une sorte d'étincelle ou de boost, puis on va comme ride cette vague-là avec tout ça. Puis, écoute, John Tortorella continue à piss people off là, depuis encore juste la semaine dernière avec la sortie médiatique pas faite contre les Ducks et tout ça. Et l'histoire de Bruce Cassidy aussi, hein? Et l'histoire de Bruce Cassidy, mais je pense pas que John Tortorella a vraiment rapport dans cette histoire-là. Non, mais les Golden Knights au sens large. Oui. Mais, puis... On parle toujours que, dans la Ligue nationale, il y a tout le temps, on engage tout le temps les 5-6 mêmes coachs qui sont sans emploi puis tout ça, puis il y a un carrousel puis tout ça un peu. Si John Tortorella gagne la coupe, là, tout cet argument-là vient de mourir pour les dirigeants de la Ligue nationale. Là. Ah, absolument. Non, c'est un bon point que tu amènes parce que puis surtout le timing aussi. Là. C'est un autre élément. On n'a pas juste congédié Bruce Cassidy en milieu de saison. On l'a congédié quand il restait, je crois que c'était 8 matchs que les dirigeants sont réguliers. Fait que c'est en toute fin de saison, puis les Islanders l'ont fait une semaine après avec Patrick Roy, on a amené Pete DeBoer tout de suite après. Je suis d'accord avec toi, Pop, c'est si Tortorella en vient à gagner la coupe avec ça, ça va. Le trigger qui est déjà très, très, très rapide, là, la gâchette, on va attirer encore plus vite. Puis, si je ne m'abuse, il y a une stat qui est sortie cette semaine, comme quoi c'est en 2023, je pense. Il y a 13 entraîneurs qui ont reçu des votes pour le Jack Adams. Il y en a seulement 3 qui sont encore en poste avec leur équipe. C'est fou, ça bouge tellement vite. Là. Il y a comme un groupe de 5, je pense, qui est là depuis longtemps avec John Cooper, Jared Bednar, Rod Brindamour, Martin Saint-Louis, puis André Tourigny. Martin Saint-Louis est arrivé en 2022. C'est le 4e coach avec le plus long tenure en ce moment dans la Ligue nationale. Ça fait 4 ans. En fait, c'est parce que Tourigny, comme arrivé avant, mais Arizona a déménagé. Fait, en tout cas, Tourigny est en poste avec la même... Je ne sais pas la même organisation, mais en tout cas, Tourigny a été engagé avant Saint-Louis, puis ils n'ont pas été congédiés depuis. Là. Mais officiellement, c'est vrai que Saint-Louis est la 4e plus longue. Puis ça fait comme si ça fait 4 ans qu'il est là. Il est arrivé en février 2022. Fait ça va tellement vite pour les entraîneurs en ce moment. Là. Puis oui, comme tu l'as dit, si Tortorella gagne la coupe, là, préparez-vous parce que le sky éjectable va être plus éjectable qu'il ne l'a jamais été. C'est fou. C'est complètement fou. Les gens vont y aller rapidement. C'est comme si Doc Rivers gagnait un championnat en 2026. Non, calme-toi. Non, mais dans le sens que, malgré toute la feuille de route que John Tortorella a et tout l'impact qu'il va avoir qui va aller au temps de la renommée, ce gars-là, gagner juste une coupe, c'est il y a plus de 20 ans, là. Slow down. Oui, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on entend tout le temps. Tu sais, Tortorella est là, puis tout, puis. Mais on parle tout le temps de ça comme étant temporaire, puis il y a déjà des autres noms qui circulent pour le poste à Vegas. Est-ce que Tortorella va rester l'an prochain? S'il gagne la coupe, il est obligé de rester. Je peux pas croire qu'il va s'en aller. Mais je sais pas, c'est vraiment... Oui, je me souviens pas d'avoir déjà vu un entraîneur de cette situation-là qui était à 6 victoires, peut-être 5 au moment où vous écoutez ça. Victoire de gagner la Coupe Stanley, puis qu'on parle déjà autant de son successeur possible dès l'an prochain. C'est vraiment spécial. En tout cas, c'est bizarre. Bruce Cassidy doit avoir envie de cogner un mur de plate, laisser un bon coup de pointe. En tout cas, je fais juste dire que c'est 2-0 Colorado en ce moment. Fait que d'après moi, là, on est en train de revenir un peu à la normale. Là. Non, voyons si l'effet de la glace à domicile a un effet pour les Golden Knights. Mais bon, j'avais sorti les stats la semaine dernière. Il y a juste les Canadiens qui ont une pire fiche à domicile que toute autre équipe. Mais bon, 2-4,
peut-être essayer d'amener ça à 500. Hein? Deux belles occasions. Ce serait pas pire. Ce serait pas mauvais. Ce serait pas mauvais de ramener ça. Exactement. Messieurs, passons de l'autre ligue qui a aussi ses séries éliminatoires, ses finales de conférence dans la NBA. En ce moment, là, faut faire attention. On aime dire, et on aime quand même dire à quel point à Montréal, au Québec, et avec raison, hein, la base partisane la plus folle dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, on ne veut pas trop tenter puis aller sur le terrain des autres sports. Hein. On sait comment ça peut se donner dans les Europes pour commencer. Je veux dire, Barcelone qui remporte un championnat il n'y a pas long de ça. Paris, quand ils ont gagné la Champions League aussi, mon Dieu, ce que Paris a passé un mauvais quart d'heure. Pop, Félix, New York, OK, les Knicks font en ce moment 3-0 contre les Cavaliers. Les Knicks sont à une victoire de retourner en finale pour la première fois en 27 ans. Je ne pense pas que les gens sont prêts à New York pour un retour en finale, même pas le championnat. Retour à New York. Si quelqu'un qui écoute ça est à New York dans les 24-36 heures qui suivent, ne sortez pas. J'ai déjà hâte. Ça va être fou, man. Je veux dire, on parle beaucoup ici de à quel point Montréal est folle quand le Canadien gagne en série. Là. New York avec les Knicks, c'est dans une ligue qui se ressemble beaucoup. Là. Le monde vit fou avec les Knicks. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Puis, sérieux, on était à une victoire. Ça prendrait une catastrophe pour qu'on s'écoule. Il y a plus de chances que ça finisse en 4 que de chances que les Cavaliers gagnent cette série-là. Man, c'est cool. Je suis content pour les Knicks, cette équipe-là. L'ambiance autour de cette équipe-là est bonne en ce moment. Puis, en tant que grand fan de Karl-Anthony Towns, mon cœur est avec les Knicks en ce moment. Go Knicks. Mais écoute, moi, ce qui va être intéressant, c'est que je suis le premier sur ce show. Puis, j'ai déjà dit ça par le passé. Là. Je suis le premier sur ce show qui va critiquer l'Est comme quoi ça vaut rien comparé à l'Ouest. Puis le Thunder et les Spurs sont vraiment, vraiment bons. OK? Puis je sais que j'ai déjà parlé des Knicks comme des vrais prétendants, là, mais de plus en plus, j'ai l'impression que les Knicks vont donner pas mal de troubles à leur adversaire en finale. Puis ça va être une série plus égale qu'on pense. Puis j'écarte même pas la possibilité que les Knicks gagnent cette série-là. Peu importe, là, que ce soit contre le Thunder ou les Spurs, là, j'ai pas encore décidé qui va gagner cette série-là. Chaque match est tellement serré. Les Spurs pourraient remonter même si c'est derrière 1-2 en ce moment dans la série. Je pense que les Knicks, sérieusement, là, ils vont être extrêmement négligés. Là, mais j'haïs pas leur chance de gagner cette série. Vraiment, là, il y a quelque chose qui a cliqué. On gagne des matchs. Puis, oui, les Cavaliers, c'est pas le Thunder, c'est pas les Spurs, mais en ce moment, les Knicks jouent tellement du beau basketball. Tout le monde connaît son rôle. Tout le monde joue tellement bien. Pour vrai, en ce moment, j'ai presque envie de dire que je crois aux chances des Knicks de gagner la finale. Sans dire qu'ils sont mes favoris, je crois très, très sérieusement à leur chance de gagner. Mettons que tu leur donnes plus qu'un tiers des chances de l'emporter. Ouais. Non, je pourrais dire que c'est un 50-50. Je pense que c'est un 50-50. Je pense vraiment que c'est une série beaucoup plus serrée que les gens vont le réaliser. Parce que, et puis, encore là, je l'ai fait toute l'année. Là, je suis coupable. Là. C'est facile de dire que l'Est est une joke comparée à l'Ouest, surtout quand t'as le Thunder et les Spurs qui sont tellement forts. Mais les Knicks sont l'exception à la règle. Les Knicks, selon moi, ont toujours été la meilleure équipe de l'Est cette saison. Puis, on a niaisé un peu, là, on trollait là, pendant la saison. Là, des fois, ça arrive. Là. Des fois, tu trolles un peu, là, tu t'écartes un peu. Là, tu perds le narratif pendant un bout. Là, mais là, on a finalement trouvé comment maximiser la part de tout le monde. Puis, on parle souvent de la profondeur du Thunder, celle des Spurs. Les Knicks ont de la profondeur en masse. Mais il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Ils ne sont pas à prendre à la légende. Ben, c'est surtout que les Knicks n'ont pas nécessairement eu la grosse saison régulière qu'on s'attendait. Je veux dire, 53 victoires, je veux dire, vous me direz, t'es un fou, c'est bien mieux qu'une claque à la gueule, hein? Mais dans le sens que tu te fais shifter par les Celtics qui n'avaient pas Jason Tatum pendant le 3/4 de la saison. Tu te fais pogner par les Pistons qui, finalement, on n'en parle plus trop des Pistons aujourd'hui, hein? Mais comme quoi, tu n'as pas eu la grosse saison régulière dominante. Et voilà, tu es à une victoire d'atteindre les finales, Pop. À l'inverse, là, James Harden n'a pas une grosse finale de conférence, hein, mais bon, James Harden, éventuellement, on va dire ça de même, là, je suis prêt à m'avancer sur ce terrain-là, éventuellement,
lorsque les Knicks, quand les Cavaliers, dis-je, là, se feront sortir de cette finale de conférence, tu vois, James Harden va sûrement faire comme James Harden fait si souvent. Hein? Tu sais quoi, ça me tente plus. Trouve-moi une autre destination, je veux m'en aller. Donovan Mitchell, par contre, qui est toujours là, un membre des Cavaliers, a encore une autre saison de garantie sur son contrat. Et la suivante, après ça, c'est une année d'option qui lui revient. Mais avec une année restante sur son contrat de garantie, disons que les Cavaliers se fassent éliminer demain. Qu'est-ce qu'on fait si on est les Cavaliers? Écoute, je pense que ce groupe-là avait tellement de promesses. Quand on avait Evan Mobley, Donovan Mitchell, Jared Allen, Colin Sexton, toute cette gang-là, Darius Garland, tout ça, il y a 2-3 ans, on voyait vraiment Cleveland comme le prochain dans l'Est. Je pense qu'on voyait Cleveland un peu comme Détroit était cette saison. C'est ce groupe en progression qui réussit vraiment à prendre les commandes bon dans à toutes l'Est. les positions, là, surtout que c'est ça. De 1 à 5, c'était solide. Là. C'était solide, puis peut-être il manquait peut-être une dernière option supplémentaire, peut-être un 6e joueur là, vraiment de qualité que tu pouvais dire « Hey, on va peut-être vraiment avoir de la profondeur. » Là, on est en train de se rendre compte que peut-être ce rêve-là est en train de se briser à Cleveland. Puis, écoute, c'est vraiment, zone grise. Il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou blanc, c'est comme take de dire, si ça finit par un balayage, faut rebuild, on détruit tout. Tout ça, c'est pas très nuancé comme propos là-dessus, mais quand tu as Donovan Mitchell qui a 2 ans de contrat à faire encore, dont une année, comme tu disais, avec une option de joueur, tu peux commencer peut-être à regarder un peu et te dire « Hey, on pourrait peut-être restarter un nouveau groupe. » Evan Mobley en défense, on peut encore avoir ça. Il peut avoir quelque chose à faire là-dessus. Mais Donovan Mitchell qui approche les 30 ans au mois de septembre, veut pas, on va déjà être rendu à 30 ans dans le cas de Donovan Mitchell. C'est qu'une équipe qui est déjà en progression pourrait se dire « Hey, on est à une. » Félix, je vais te regarder. Tu disais un peu la même affaire pour Minnesota la semaine dernière. On est à une transaction de peut-être ouvrir une vraie fenêtre. Pour moi, il y a des équipes dans la NBA, puis je ne sais pas pourquoi j'ai les Hornets de Charlotte en tête. Un peu ce genre d'équipe-là là, qui pourrait. Tu rentres dans Donovan Mitchell là-dedans. Je ne sais pas comment tu réussis à faire un échange de même sans tant que ça à payer un gars comme Conley Paul, mais imagine. OK, les gars, j'ai un peu de misère avec ça, puis c'est avec tout respect pour Donovan Mitchell, puis c'est en tout respect aussi pour mes fellow joueurs qui jouent le shooting guard, ceux qui jouent le 2, ceux qui sont dans la game pour marquer, ceux qui sont dans la game pour scorer, ceux qui sont là pour être les certified buckets guys, là. Je vous comprends vraiment, très sincèrement, vraiment, là. Mais c'est dur, man, trouver une équipe qui est nécessairement en recherche. Tu te dis, OK, je veux un gars qui veut scorer, mais dis-toi qu'en place, tu as sûrement potentiellement, OK, un joueur de pivot ou un ailier que, tu sais, souvent, c'est des grosses équipes qui ont justement des big men qui ont besoin du ballon. Ton point guard, nécessairement, c'est quelqu'un qui va sûrement marquer aussi, tu sais. Révolue un peu la période du pur point guard, du pur meneur, celui qui va aller chercher 15 points, mais un solide 8 à 9 mentions d'aide par match. Ouais, mais Mio, il y a 1 an, Tyrese Haliburton, qui est possiblement le guard le plus pur que tu peux trouver dans cette définition-là, a carry les Pacers à un match 7 d'une finale NBA. Oui, ben je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais regarde, on les voit un petit peu moins, mais mon point étant, c'est difficile d'accommoder un échange pour un gars comme pas comme Darius Garland, là, mais comme Donovan Mitchell, qui est un marqueur, et c'est lui qui a le ballon la majorité du temps. James Harden, pour tous ses défauts, vraiment là, et je tiens à mentionner, James Harden est un joueur de basketball qui a incroyablement de défauts, mais il n'a pas peur de passer le ballon.
Evan Mobley n'est pas un pivot qui a besoin d'avoir le ballon constamment dans les mains. Jared Allen, tu fais juste lui lancer, puis il va aller, il va se rendre en haut, puis il va aller. Tu sais, c'est tough d'accommoder un 2 qui domine avec le ballon, là. Oui, vraiment. Puis, écoute, le problème de Cleveland, si on va faire comme l'anatomie de cette Est-ce qu'on fait déjà un post-mortem en avance puis que ça nous backfire spectaculairement la semaine tranquillement pas vite. Gars, écoute, moi, le seul problème que j'ai avec Cleveland, je pense que c'est ça qui explique le fait qu'on n'est pas devenu la puissance qu'on pensait être. Evan Mobley n'a juste jamais atteint le même niveau. Evan Mobley est exactement le même gars que quand il est rentré, puis il n'est jamais devenu le vrai joueur de... Tu sais, Evan Mobley, à chaque année, on se dit, peut-être que là, c'est l'année où est-ce qu'il va prendre un step. Il ne l'a jamais pris, ce step-là, OK? À ce stade-ci, je pense qu'il ne le prendra jamais. Il est ce qu'il est. Un très bon joueur, mais il ne viendra jamais le gros nom auquel on s'attendait. Puis, écoute, tu l'as dit dans la vie de Mitchell, c'est un vrai 2, c'est difficile. Il y a peu d'équipes qui pourraient vraiment utiliser un gars comme ça. Puis, écoute, dernier point pour les Hornets. Les Hornets vont prendre Julius Randle, puis ils vont adorer ça. Mais, gars, dans la vie de Mitchell, je sais pas. Les Hornets, honnêtement, j'aille pas ça le plus sérieusement. Peut-être que les Hawks vont se dire si CJ McCollum, c'était le rôle, mais on pourrait prendre une petite amélioration par rapport à ça. Parce que les Hawks sont une des rares équipes qui ont de la place sur la masse salariale, puis on a surperformé cette année. S'il y a quelqu'un à Cleveland qui croit encore en Zachary, qui sachait, je pense que les Hawks se feraient un bonheur de l'échanger. Mais je suis curieux, tu sais, c'est cas particulier, Mitchell, parce que tu l'as dit, Mio, c'est un drôle de joueur, le fit est particulier, puis ça reste un gars qui gagne beaucoup d'argent, qui est bon, mais il y a encore des questions sur est-ce que c'est vraiment le gars qui va t'amener à un autre niveau. Cleveland l'a essayé pour être ce gars-là quand il était plus jeune, et il ne l'a jamais été. 50 millions l'année prochaine, je vais juste vous rappeler, 50 millions de beaux dollars pour Donovan Mitchell, mais moi, je vais juste imaginer un backcourt LaMelo Ball, Donovan Mitchell, puis Kankanu pas comme small forward, là. C'est sexy. Pour moi, ça serait sexy. Mais en même temps, quand tu as tout le temps envie de dire Lonzo Ball, mais LaMelo Ball, là, tu n'as pas besoin tant que ça d'un autre guard un peu comme à la Donovan Mitchell. C'est peut-être là un peu que le fit marche moins un peu. Mais je vais juste imaginer ça, puis je suis comme ça serait sexy. J'aimerais ça. C'est quoi? Je pourrais le voir. Hey, messieurs, pour terminer sur ce qui est du basket, en fait, pour avant de terminer, Evan Mobley, là, j'ai envie de casser du sucre un peu sur le dos des voteurs de la NBA. Dans quel fucking monde est-ce que Scottie Barnes n'est pas sur la première équipe défensive de la NBA? C'est quoi ça? Je pense que, en fait, je pense qu'on va couper ce short, messieurs. Je pense que c'est C'est qui la première équipe défensive cette année? À part Wemby, mettons, là? Laisse-moi te sortir. Wemby, Rudy Gobert, probablement? Je vous sors ça tout de suite. La première équipe défensive, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on n'y va plus par position maintenant. Fait que je pense que ça fait mal quand même aussi à Scottie Barnes. Mais c'est Rudy Gobert, Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Les trois jouent la même position. Et ensuite, c'est Ausar Thompson et Derek White. Scottie Barnes est sur la deuxième équipe avec Cason Wallace, OG Anunoby, Dyson Daniels et Bam Adebayo. Mais je pense qu'en même temps, ça revient à même petite affaire qu'à toutes les années, dans le sens que le monde voit juste les Raptors moins jouer que partout dans la NBA. Si en même temps, tu as 3 centres sur la première équipe d'étoiles. Les gants d'oro au baseball, là, ça marche encore par position. Là, je pense que c'est peut-être juste une affaire comme ça aussi, ou peut-être. En tout cas, je ne sais pas dans ça, mais quand déjà tu as 3 centres, puis 3 bons centres défensifs, là, je pense même Chet Holmgren, je pense qu'on ne peut pas y enlever ça tant que ça. Déjà là, tu pars avec 2 prix si tu es juste un guard ou un forward pour faire cette équipe-là. Je vais mentionner encore, c'est ridicule. C'est ridicule pour de vrai. Là. Je veux dire, mis à part, comme oui, Wembanyama et Holmgren et compagnie, oui, ils vont avoir beaucoup de stocks parce que ils sont quand même capables. C'est leur job! C'est leur job que de bloquer le ballon, mais après ça, si tu fais 3 blocs et 1 steal par match,
Tandis que Scotty Barnes, c'est un gars qui peut faire les deux parfaitement. En tout cas, regarde, c'est pas là mon point. Je veux parler du... Miu, j'ai vu la même chose avec Jalen McDaniels, fait que je comprends ta frustration. Non plus, hein, qui était sur aucune des deux équipes, ce qui est absolument terrible, hein, les deux équipes Donc, Anthony Edwards n'a pas gagné Defensive Player of the Year, puis il n'est même pas sur les deux équipes défensives de l'année. Il a passé sa chance. Grosse prédiction, Mio. Il a passé sa chance de l'avoir, c'était cette saison ou rien. Non, mais pas vrai. En vrai, je veux parler du Thunder parce que bon, c'est en aucun cas, nous autres ici à la Triple Menace qui avons fait le cumul des chiffres. C'est Tom Haberstroh qui travaille pour Yahoo Sports qui a sorti les chiffres, hein, parce que on aime ça chialer, hein, sur Shai Gilgeous-Alexander, comme quoi, bon, il se laisse tomber un petit peu trop sur ses tirs, mais bon, en même temps, il y a un argument tactique à la chose que, bon, tant qu'à faire, hein. Au pire, tu vas avoir un tir de plus au lancer franc. Donc, il est allé compiler plus de 1000 tirs de quelques-uns des meilleurs marqueurs encore en séries éliminatoires en ce moment. Donc, il est allé chercher Shai Gilgeous-Alexander, James Harden, Jalen Brunson, Donovan Mitchell et Victor Wembanyama. Et il est allé vraiment là, tir à tir. On va comparer. Shai Gilgeous-Alexander, sur les tirs, sur ces tentatives qui n'ont pas été appelées comme des fautes, 11% d'entre eux, il est tombé. Il s'est laissé tomber. C'est ce qu'on regarde comme cadre d'analyse, ce qui est plus que les autres noms que j'ai mentionnés. Sur les tirs sur lesquels des fautes ont été appelées, Shai Gilgeous-Alexander se laisse tomber. Il tombe 51% des fois. C'est-à-dire qu'on se dit légitimement, il tombe, mais on se dit qu'avec le contexte, on peut comprendre qu'il se laisse tomber. 51% de ses tirs, mais au cumulatif, durant les séries éliminatoires, Shai Gilgeous-Alexander, avant le 4e match, il a pris 224 tirs au total, 17,4% de ses tirs au total. Il est tombé. Encore une fois... Don't hate the player, hate the game. Moi, c'est juste ça. Tu peux dire que SGA, tu regardes ça et tu es dégoûté pour dire ça. C'est correct. C'est un argument légitime. Mais pour moi, la NBA n'a aucun règlement qui empêche ça. Même, encourage ça, même. Quand on a... Il y en a un règlement, juste que il y a personne qui l'applique. Il y en a un règlement, personne ne l'applique. En fait, ouais, c'est ça. Il y a un règlement, tu ne l'appliques pas. Tu peux haïr le joueur tant que tu veux. Moi, tant qu'à moi, il faut haïr la NBA là-dessus. Puis, moi, en tout cas, personnellement, c'était facile de chialer contre James Harden, mais James Harden, dans son prime, c'était exactement la même chose. On le laissait faire. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire contre ça. La NBA, même si se positionnait pour dire « Ah, c'est pas le fun, puis tout ça », il n'y avait rien à faire. Ils n'ont rien fait là-dessus. Ils ont loophole à exploiter. Ils le font. That's it. Fait que pour moi, SGA, c'est la même chose. Ben, je dirais, on peut vous rappeler la fameuse fois que James Harden avait se faisait couvrir par LeBron James et LeBron James avait les deux mains dans le dos parce que, je veux dire, c'est les joueurs qui vont aller chercher ça. Mais bon, hein, c'est Félix, pour terminer là-dessus, du bon basketball éthique, hein? Non, ça m'écoeure, man. C'est terrible à regarder. Puis, le pays, c'est SGA, il est excellent. Il n'a pas besoin de faire ça. Je pense que c'est ça qui m'énerve le plus. Il n'a pas besoin de faire ça pour être bon. Puis, on a déjà parlé sur le show, là. C'est pas parce qu'il lance beaucoup de lancers francs qu'il fait ses points. Il n'en tire même pas tant que ça, mais man, c'est de la façon qu'il le fait avec les moves de tête exagérés, la façon qu'il se laisse aller les bras dans les airs, puis tout. Puis, c'est pas beau, man. C'est vraiment pas beau. Puis, c'est... En tout cas, je trouve ça... Je suis content d'avoir Anthony Edwards qui fait pas ça. Je suis content que mon joueur vedette ne fasse pas ça parce que je trouve ça horrible. Puis, écoute, Victor Wembanyama a commencé à le faire un petit peu récemment. Je suis pas un grand fan, mais il ne fait pas tant que ça pour le moment. C'est pas super. Pour l'instant. J'ai ça pour l'instant. Puis Wemby est un style un peu différent. Là, c'est difficile de tomber quand tu es aussi grand que ça. Là. Mais en tout cas, je trouve juste ça laid. C'est plate. Je veux pas voir un gars qui réagit comme s'il s'était fait tirer à chaque fois qu'il prend un tir, man. En tout cas, j'ai rien d'autre à dire. Là. Juste, ça m'écoeure, je trouve. C'est juste la NBA qui en sort perdant. C'est pas pour rien que
la NBA est la ligue qui perd le plus de momentum en termes sportifs. Là. On voit que la ligue est en déclin un peu. On sent que les critiques sont de plus en plus intenses au niveau de la NBA. On est en train de reculer vraiment. Là, même si le fait qu'on génère encore de l'argent et que les franchises sont encore à des valeurs astronomiquement dégueulasses, tellement que le chiffre est énorme, mais tu vois que s'il y a une des 4 ligues en Amérique du Nord qui est en déclin, c'est bien celle-là. Puis malheureusement, on ne fait rien pour changer ça. Oui, on met une règle, mais on l'applique une année, puis après ça, il y a 3-4 ans, le débat était, on venait quasiment une NBA plus défensive parce qu'on avait, on était un peu plus sévère là-dessus. Ça dure un an, finalement, là. Même pas, là. Et autant pour ça, même la série OKC et Spurs dans le Thunder Spurs attire des millions de yeux. Je pense que ça doit être là, vraiment une des finales de conférence qui attire le plus de yeux en histoire récente. Là. C'est ça. Juste le marché français qui doit écouter ce match-là à cause de Wemby et tout ça. Puis... Et quand même, malgré les séries, c'est sûr qu'il doit y avoir quand même un certain engouement au nord de la frontière aussi à regarder Shai Gilgeous-Alexander. Je veux dire, pour terminer là-dessus, effectivement, qu'il n'y en a pas besoin. Mon gars se fait présentement, là, est en train d'entrer un territoire très dangereux en matière de son leg, de qu'est-ce que ce gars-là va laisser. Il a 27 ans et il reçoit déjà des comparatifs en Michael Jordan, je veux dire. On peut chialer que c'est dégueulasse, que c'est pas éthique, mais ça marche. Ça marche. C'est ça, il n'y a juste pas besoin de le faire. Il n'y a pas besoin de ça pour être bon. Il n'y a pas besoin de le faire, mais là, il s'en va possiblement gagner un 2e championnat de suite après avoir gagné un 2e MVP de suite. Regarde, c'est l'appareil. Bon, on va tirer à plug avant que Félix se laisse s'emporter. Écoutez, si vous appréciez le show, allez donc mettre un petit 5 étoiles sur l'application de votre show. Vous écoutez ça, que ce soit YouTube ou encore Apple Podcast. C'est même, j'ai dit YouTube, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Puis écoutez, si vous êtes sur YouTube, si vous n'êtes pas déjà abonné, allez donc le faire. C'est gratuit. On a topé le 200. On a topé le 200 cette semaine. 200 abonnés sur YouTube. C'est vrai. Et bienvenue d'ailleurs si c'est votre première fois là-dessus. Terminons avec la balle un petit peu. Pop, parlons un petit peu de ce qui se passe dans la centrale de l'américaine. On suit toujours un petit peu de qu'est-ce que les classements ont l'air cette saison. Mais bon, la centrale... Toujours les Guardians qui ont une certaine mainmise dessus, mais on s'apprête à potentiellement perdre 2 des plus grands talents présentement dans la centrale. La période des échanges qui s'en vient, c'est quoi? C'est mois d'août habituellement? Fin juillet, début août-ish? Environ, c'est à peu près ça que je vois ça un peu. Oui. On va voir un exode de talent qui sera tellement dommageable pour le baseball majeur parce que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais ça va pas bien à Détroit puis ça va vraiment pas bien à Kansas City. Tu sais, 2 équipes qu'on avait passé du momentum dans les 2-3 dernières années, puis là, qu'on se rend compte qu'on... un peu comme Cleveland, on parlait des Cavaliers un peu, on n'est pas capable de prendre ce step supplémentaire-là pour vraiment atteindre le bon niveau. Puis là, Bob Nightingale, cette semaine, laisse entendre que... On commence à prendre des appels du côté de Détroit pour Tarik Skubal. On commence à prendre des appels à Kansas City pour Bobby Witt Jr. Ça, là, dans tout le baseball majeur, c'est probablement... Tu peux sortir en argument que c'est 2 des 5 meilleurs joueurs dans tout le baseball majeur. Fait qu'imagine juste dans la division de la centrale, qui n'est pas la plus spectaculaire en termes de talent un peu. On s'en va vers une exode. Et pour moi, je trouve ça dommage. Surtout du côté des Royals, qu'on avait vraiment mis... un commitment sur Bobby Witt Jr., que c'est un gars qu'on avait repêché au 2e rang, qu'on avait offert un gros contrat, qu'on s'était dit c'est notre joueur de franchise pour les 10 à 15 prochaines années. Et là, au moment où l'équipe ne semble pas prendre le step, ou du moins connaît un gros passage à vide, on est déjà rendu à se dire « Hey, c'est quoi? On va commencer à prendre des appels puis voir un peu si quelqu'un est en train de nous sortir la lune pour un joueur de même. » Puis ça, c'est juste triste. Honnêtement, c'est juste triste. Juste pour Bobby Witt, là, je doute très fortement que ça va arriver. Là, on ne dit pas que ça va arriver, mais... Jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Pour moi, c'est pas 0%. T'sais, les chances sont faibles, mais ils ne sont pas de 0%. Si Bobby Witt s'est échangé cette année, j'achète une casquette puis je la mange
direct en caméra. Je peux pas croire qu'on va échanger Bobby Witt. Scuball, assurément. Oui, Scuball a une situation qui fait en sorte que c'est plus propice, mais honnêtement, si Bobby Witt se fait échanger. Il y a un monde de possibilités très petit que Bobby Witt Jr. soit plus un membre des Royals d'ici la fin de l'été. Moi, j'ai envie de croire un peu, du moins, à cette petite probabilité que ça. Je ne crois pas du tout. Je veux dire, par contre, ça serait fou. Et surtout John Henry appelle Kansas City immédiatement. Non, mais surtout, Pour un marché comme Kansas City, ça serait-tu pas assez terrible? Félix, Tarik Skubal, qui est sur un mince contrat d'une saison. Hein, fait que, à la fin de la saison, tu sais quoi, il est libre comme l'air, mais si les Tigers veulent profiter justement de ce final, tu sais quoi, au Yard. On va aller là où tu sais quoi, on a la meilleure offre. Ça serait où? Ouais. Écoute, Scubal, on l'a gardé parce que c'est sa dernière année avant l'autonomie complète. On l'a gardé parce qu'on pensait être compétitif du côté de Détroit cette année. Et écoute, en ce moment, on est à peu près tout sauf compétitif du côté de Détroit. Là, on vient de gagner, donc les chiffres ont un peu changé, là, mais ça reste qu'on vient de gagner, mais aussi c'était 8 défaites consécutives, 16 défaites en 19 matchs, c'est épouvantable pour cette équipe-là. Puis là, ça fait en sorte que de plus en plus, tu peux difficilement justifier de garder Scubal, surtout qu'on s'attend à ce que l'équipe n'ait pas du tout les moyens financiers de le garder, que l'offre soit bien au-delà de ce que les Tigers paient habituellement. Donc là, de plus en plus, le scénario dans lequel on échange Scubal commence à prendre de devenir de plus en plus sérieux. Et boys, j'aime pas ça dire ça. J'aime vraiment pas ça dire ça. Là. Non, j'aime pas ça. Là. Je sais. Mais pas eux. Es-tu vraiment quelqu'un qui serait surpris si les Dodgers allaient chercher Tarik Skubal? Y a-tu vraiment quelqu'un qui serait surpris? Y a-tu vraiment quelqu'un? Les Dodgers ont tout ce talent-là et ils ont encore une des meilleures pépinières d'espoir de toute la ligue. Okay? C'est encore le cas. On a encore des super beaux espoirs qui sont faits. Okay? Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris que genre on envoie Dalton Rushing, puis trois autres espoirs, puis qu'on envoie genre Emmett Sheehan ou peu importe, là, puis qu'on crée une rotation qui ressemble à quelque chose comme, OK, là, en série, là, dans l'ordre ou dans le désordre, je m'en sac, OK? Tarik Skubal, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, et un parmi, là, celui de votre choix, là, Tyler Glasnow, Blake Snell, Emmett Sheehan s'il n'est pas échangé. Il y en a d'autres. Rocky Sasaki, ça va pas très bien, mais Rocky Sasaki, Gavin Stone qui est là aussi, Emmett Sheehan s'il n'est pas échangé. C'est combien de titres individuels là-dedans? C'est beaucoup. Oui, la réponse est beaucoup. C'est trop pour une même rotation. Ouais. C'est trop. Ouais. Puis, Evan, là, t'arrivais dans un scénario, OK, ou dans une série de 3-5, qui serait probablement la première série que les ont disputé, OK? Tu pourrais envoyer, encore une fois, dans l'ordre, dans le désordre, okay? Ben, quelque chose qui ressemble à Skubal, Ohtani, Skubal, Yamamoto, Ohtani, Skubal, Yamamoto. Et là, tu arrives dans une série de 7 matchs, tu peux rouler ces gars-là puis ajouter un petit départ de Tyler Glasnow quelque part, ou un petit départ de Blake Snell ou quoi que ce soit. Tu pourrais légitimement envoyer Blake Snell dans l'enclos parce qu'il n'est pas assez bon pour faire ta rotation. Puis, je veux dire, les Dodgers pourraient aller le chercher en se disant, gars, on va le signer. Fait qu'on peut payer cher, ça ne dérange pas de payer cher. Il y a combien d'équipes qui peuvent se dire ça en disant on sait qu'on va être capable d'accoter l'offre? Peut-être les Yankees, peut-être les Mets, c'est pas mal tout. Peut-être les Blue Jays, mais encore, il faut qu'il y ait envie de signer là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est plate, je suis pas fier de dire ça, hein, je suis vraiment pas fier de dire ça, mais, man, je suis de plus en plus convaincu que Tarik Skubal va finir la saison avec les Dodgers. La seule autre équipe que je me dis, à part les 4 que j'ai nommés, là, la seule autre équipe qui serait un peu un cas différent, mais je me dis, ça se pourrait, les Rays de Tampa Bay. Les Rays, c'est un cas particulier, OK? Parce que, encore une fois, on n'aura pas l'argent pour le signer à long terme. Mais les Rays ont déjà démontré par le passé qu'on n'a pas peur de payer cher pour un gars pour 1 an, OK? Les Rays sont extrêmement compétitifs en ce moment et les Rays essayent de faire approuver un plan pour construire un nouveau stade à Tampa Bay. Fait que, vraiment, là, si tu veux t'assurer de mettre toutes les chances de ton bord, il y a bien des éléments qui auraient bien de l'allure pour que les Rays se disent, gars,
on va aller chez Scuba. Je veux dire, on va avoir toute cette équipe-là là, avec Drew Caminero et une bande de joyeux lurons qui est comme 8 fans de baseball, de travail à la MLB qui connaissent, puis la rotation avec des gars que personne ne connaît, mais qui sont super bons. Shane McClanahan, c'est un nom plus connu, mais Drew Rasmussen, Jonathan Aranda, je pense que Jonathan Aranda mène l'américaine pour la moyenne au bâton, genre quelque chose de même. Quelque chose de même. Il y en a des gars, mais ça. Chandler Simpson, c'est pas des gros noms, mais c'est tout le monde qui fait toute la bonne chose tout le temps. Puis au-delà de ça, le fait qu'on ait le stade, une grosse run de série, ça ferait beaucoup de bien à Tampa Bay pour plusieurs raisons, incluant des raisons qui n'ont pas rapport avec le baseball. Ce serait un gros pari, on serait all-in sur cette année, mais il y a des situations, certaines équipes qui sont peut-être où est-ce qu'il faut y aller all-in pour non seulement le fait qu'on est compétitif, mais l'avenir de l'équipe à long terme. Peut-être les Rays, mais les Rays, ça va être les Dodgers. Je veux dire, je trouve ça plate. À chaque fois qu'il y a un gros joueur autonome, je me dis ça va être les Dodgers, mais ça va être les Dodgers. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que encore là, on ressort la même cassette encore cette année. Les partants des Dodgers sont à peu près tous blessés ou presque. Je pense que l'argument qui est là, c'est que tout le monde, ou à peu près, ou du moins la profondeur dans la. Tu sais, oui, Ohtani pitch encore, c'est correct, Yamamoto et tout ça, mais je pense que Tyler Glasnow a encore quitté un match, ça fait pas longtemps. T'sais, Blake Snell, il y a toute une période dans l'année qui s'absente aussi. Je pense que c'est un peu ça que les Dodgers vont regarder et dire hey, on va aller chercher juste la profondeur, il y a encore du monde de blessés, on va aller chercher Tarik Skubal. Parce que fuck it. Encore une fois. Pour eux, de la profondeur, c'est Tarik Skubal, même. Ça là, Félix, je vais juste te sortir une phrase qui va tellement régler tout ça. J'ai tellement hâte que le conflit de travail arrive dans la MLB. Oh, c'est un match. C'est sûr qu'il y a un conflit de travail. C'est un match. C'est sûr, ça pète, man. Ben, écoute, attends. Si Tarik Skubal va finir la saison avec les Dodgers, c'est une chose. Si les Dodgers le re-signent après ça pour un faramineux contrat, comme on a vu avec Carl Tucker, là, mon homme, là, tout explose. Tu penses pas que ça va arriver? Ça? Oh, il y a déjà un conflit de travail. C'est très possible. Hey, Pop, le conflit de travail, c'est officialisé quand les Blue Jays ont perdu cette maudite finale-là. Tu sais quoi? J'étais prêt à dire que peut-être que, tu sais quoi, ça donnait un argument contraire. Un argument, tu sais quoi, ironiquement, en faveur des Dodgers pour dire, voyez, c'est pas que les gros marchés qui gagnent, c'est pas que nous autres, hein, tout le monde est capable. Mais... Toronto est un très gros marché aussi, juste qu'on soit clair. C'est ça le pire. C'est pas comme si c'était Cleveland ou Tampa Bay. Hein. C'est ça le pire, mais tu vois à quel point tu as tellement une énorme disparité. Tout le monde puis après ça, dans l'hiver, tu t'en vas donner 40 millions et plus de dollars pour Carl fucking Tucker. 60, c'est vrai. 60 par année. Puis tu payes Diaz qui est occupé à faire les combats de coq puis qu'il faut qu'il trouve un autre interprète à faire tomber à cause de lui. Fait que c'est ça, il y a des blessés qui s'en viennent, man. Ça s'en vient. Chers partisans de baseball, ça s'en vient. Là. Vos prières vont être bientôt résolues. Là. On va avoir un conflit de travail. En espérant que ça règle tout ça. C'est la dernière année de baseball telle qu'on la connaît. Eh bien, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Puis écoutez, on a mentionné comme quoi, bon, vous avez atteint un certain nombre sur YouTube là, de 200, mais sur Facebook, ma foi du ciel, vous êtes 2000. 2000! Merci d'être abonné à notre page Facebook. D'ailleurs, tu sais, je veux dire, quand on a des trucs comme le Perron d'Église, qu'on vous pose des questions pour les séries éliminatoires des Canadiens, je veux dire, on tente de faire vivre justement l'engouement le plus possible de cette course-là. Puis vous êtes tellement nombreux à chaque fois à venir nous répondre quand il y a de quoi à dire sur les Canadiens. Et pour cela, on vous remercie. D'ailleurs, bon, ce qu'on surveille cette semaine, il y a quand même du stock à surveiller. Hein? Ben, comme on a mentionné, hein, les fameux Canadiens de Montréal qui auront leur match lundi, ce soir, demain, peu importe au moment que vous écoutez ça. Bref, lundi soir, Canadiens Hurricanes à 8h, hein, parce qu'il faut essayer de faire profiter l'Ouest aussi. Donc, écoutez, si vous êtes à un certain âge comme Pop, prenez-vous peut-être un petit café un peu plus tard qu'à l'habitude. Tu sais, le petit café d'après-midi, juste pour tenter de survivre. Ou sinon, Pop, la sieste. La sieste, ça le fait sinon. Ça, la sieste. Parce que... ça, la sieste. Mio, tu parles quand même... Tu sais, je suis pas autant au niveau de Félix, mais je suis quand même un oiseau de nuit à la base. Tu sais, je finis de travailler à 22h le soir, habituellement, au travail, puis je bois pas de café. Fait que je fais juste dire que ta phrase est comme un peu pas légitime. Mais c'est vrai que je suis un gars de nappe, par exemple. Les deux, vous prenez pas de café, d'ailleurs. C'est drôle, hein?
Je suis le seul consommateur de café ici. Alors, pour se T'es faire le seul en comment couple. T'es le seul en couple aussi dans nos trois. Il y a une corrélation. I'm noticing something. Il y a une corrélation ici. Hein? Alors, Canadien lundi, mercredi, et ça va aller jusqu'à vendredi, en fait, mathématiquement. Après ça, on va savoir à partir de mercredi si ça doit s'étendre à dimanche prochain, dimanche le 31, dimanche qui est la journée qu'on enregistre, soit dit en passant. C'est d'aller voir au match à 8h qu'on enregistre le soir. Ou si on a le besoin de faire un petit épisode spécial du résultat qu'il y en est. Emoji de yeux au pluriel. Est-ce que selon vous autres, est-ce qu'il y a un finaliste de la Coupe Stanley qui est nommé d'ici à ce qu'on enregistre dimanche prochain? Peu importe c'est qui. Si on enregistre après le match 6, oui. Ouais, si on enregistre après le match 6, oui. Là, oui. Ouais, écoute, la série se finit en 6. J'ai pas encore décidé pour qui, mais la série se finit en 6. Non, attends un peu. Félix, pour reprendre tes mots les plus célèbres. Attends, juste avant. J'ai regardé le match 2 avec Félix hier soir. Oui. Félix qui dit au monde là-bas, oui, mais moi, j'ai du Canadien en 6. Hey! On l'a enregistré ici la semaine dernière qui dit... Le premier match m'a fait changer ma prédiction. Puis après le deuxième match, j'ai encore la même Canadien en 6. Bon, on est deux à dire Canadien. Mais j'avais Hurricanes en 6 et j'avais Nicolas Hiller, joueur de la série. Écoute, à date, il est bien parti. Écoute, je peux m'accrocher à ça quand même. Oui, d'ailleurs, les deux hipsters, unanimement, finalement, on est Canadiens, mais par contre, les deux ici avec moi, mais le joueur de la série, ça va être un joueur des Hurricanes. Est-ce que tu as vu Sébastien Aho jouer contre le Canadien cette saison? Puis Pop a pris une légende du Canadien aussi. Sébastien Aho, membre du Canadien. C'est vrai. Une semaine, mais... Tu sais, si j'avais vraiment voulu être hipster, j'aurais pris Jesperi Kotkaniemi. Mais. Il joue pas! Mais c'est ça, c'est tellement Galaxy Brain, là, joueur de la série, il joue même pas. Parle-moi de Galaxy Brain pick. Au moins, il peut regarder le match à Galerie de Presse avec ses bons vieux chums. Avec Gallagher, en fait, je dirais c'est pas mal lui. Les autres. Ouais, c'est pas mal lui, hein, je pense. Mais Patrick Laine, il connaît de la Finlande. Deux gars ils peuvent parler à quel point ils ont été snobés de l'équipe olympique. Ouais. Puis Kapanen va pouvoir leur dire c'était comment à partir de demain. Oups. On pas trop se lancer sur qui sera rayé de la formation. Ben écoute, pas pour répondre à ta question, considérant qu'on enregistrerait dimanche prochain après le match, oui, on aura on aura l'identité du représentant de l'Est. À la Coupe Stanley. De l'Est. Pour ce qui est de l'Avalanche et des Golden Knights, bon, au moment qu'on enregistre, on est en intermission entre la première et la deuxième période. C'est 3-0 pour l'Avalanche. Payant avoir Kyle McCarr dans son line-up, finalement. Hein? Et pourtant, il n'y a même pas de points. C'est 2 passes de Devon Toews, par contre. 2 passes de Devon Toews sur début de Gabriel Landeskog, Jack Drury et Nazem Kadri, légende. Si je me trompe pas, ça se peut-tu aussi que Mark Stone soit de retour aujourd'hui? Oui. Mark Stone est de retour ce soir aussi. Fait que quand même 2 gros retours, mais à date, c'est à l'avantage de l'Avalanche et de manière assez considérable. Alors, pour ce qui est des matchs de cette série-là, on veut savoir le représentant de l'Ouest. Prochain match, c'est mardi. Ensuite, ça va aller à jeudi. Et en fait, si on a besoin de se rendre après ça, parce que ça peut toujours se finir en 4 pour les Golden Knights. Au moment où on enregistre ça, mais bref. Sinon, c'est samedi et lundi. Donc, la journée que c'est pas Canadien, Hurricane, c'est Avalanche. Avalanche Golden Knights. Et pour ce qui est de la NBA, comme j'ai mentionné, match 4 ce soir, au moment où on enregistre ça, du moins dimanche soir, entre le Thunder et les Spurs. Ça va se suivre de plus belle mardi et ensuite jeudi et possiblement match 7 samedi prochain. Cavaliers, Knicks, on s'entend que ça termine lundi? Non, les Cavs gagnent ça. Peut-être. Les Cavs vont gagner ça peut-être juste pour nous faire schmout parce qu'on l'avait collé. Ça sera un problème pour nous autres de jadis. Anyways, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié de passer la dernière heure et demie à nous entendre japper de tout et de rien dans le sport. Si jamais... Oui, Pop. Moi, je voulais juste déconcentrer Mio là-dessus, là.
Et ça fonctionnait. Ça a fonctionné. Écoutez, pour une dernière fois, allez vous abonner. Peu importe la plateforme que vous écoutez ce podcast. On aurait d'ailleurs, c'est à peu près juste 10% qui écoutent. Puis vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, puis ça fait vraiment du bien. Puis on vous remercie vraiment. On ne vous remerciera jamais assez d'être là à nous écouter pendant que ce soit une demi-heure, une heure, juste passer là. Vous êtes là, c'est ce qui compte. Pensez donc à vous abonner, ça serait super cool. Écoutez, sinon, on va se retrouver jeudi matin pour la revue de presse du salon de Mio, où on va voir un petit peu le tour de l'actualité sportive. Mais sinon, écoutez, on vous souhaite la plus excellente des semaines à la Triple Menace. Salut, bye.